Bonjour et bienvenue à vous dans Environnement et Développement durable. Désormais, vous allez commencer à nous suivre chaque jour à partir des 15h juste à 16h50. Environnement et Développement durable est une émission au cours de laquelle nous donnons la parole aux défenseurs de l'environnement. Vous êtes chercheur, vous voulez faire connaître les résultats de vos recherches pour sensibiliser la population ou interpeller les décideurs afin qu'ils prennent des décisions réfléchies. Alors contactez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Nous étions très honorés d'être reçus au siège de l'IRI RDC, précisément au bureau du facilitateur national, je cite, le révérend Mathieu Yela. Invité de l'émission, nous sommes entretenus autour de la préservation de la biodiversité. Il a donné les éléments de compréhension sur le fonctionnement de l'IRI RDC, son but et son apport dans la préservation de la biodiversité. Je vous laisse suivre cet entretien. Pasteur, voudriez-vous nous expliquer qu'est-ce que nous pouvons comprendre par IRI? Merci bien pour la question. IRI, c'est une initiale de l'anglais, Interfaith Rainforest Initiative, qui veut dire en français Initiative interreligieuse pour les forêts tropicales. Et cette initiative, comme on peut bien le sentir à travers son nom, se base sur la protection des forêts tropicales. Et les forêts tropicales, on les trouve au niveau du monde, sur la ligne de l'équateur. Vous allez voir le Brésil, l'Indonésie, la Colombie, le Pérou, la RDC. Nous sommes les 5 pays avec des initiatives IRI. Cela veut dire que quand on voit dans l'appellation, comme je viens de le dire, il y a également l'aspect interreligieux. L'initiative interreligieuse, c'est dire que ça mobilise toutes les confessions religieuses du pays. Et ici en RDC, il y a plusieurs confessions religieuses. On ne sait pas les dénombrer, mais on prend les principales. Par exemple, l'Église catholique, l'Église protestante, la communauté islamique, le kimbanguiste, l'Armée du salut, les orthodoxes, les églises de réveil. Nous avons également les églises traditionnelles, les Ngunz, vous avez les Kitawala, vous avez, c'est autant de confessions religieuses, on ne sait pas les nommer ici, mais vous allez vous-même, en étant à Kinshasa ou en RDC, voir que la présence des confessions religieuses au niveau de chaque ville ou de chaque pays, et de notre pays, pardon, ou de chaque province, c'est indéniable. Dans tous les coins, vous avez une église, vous avez une école, vous avez des activités de confessions religieuses. Alors, les grands objectifs des IRI, c'est mobiliser toutes ces confessions religieuses-là, sans regarder leurs tendances, sans entrer dans la logique doctrinale, pour qu'elles puissent mettre en avant dans leurs agendas la question de la protection des forêts. Parce que c'est dans la forêt qu'on trouve la méga biodiversité. Donc, une fois les forêts protégées, la méga biodiversité est protégée. Ok, mais avant d'entrer vraiment dans les vifs de notre sujet, voudriez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la biodiversité? Je vais commencer par une chose, l'approche des IRI, pour comprendre un peu ce qu'on appelle la biodiversité. D'abord, le terme biodiversité, pour les confessions religieuses, n'est autre chose que la création. La création. La création. Et pour les confessions religieuses, pratiquement toutes croient que c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé. Et Dieu a créé tout ce que l'on voit et tout ce que l'on ne voit pas.
l'auteur c'est Dieu. Et ça, pratiquement toutes les confessions religieuses sont unanimes sur ça. Alors, la biodiversité, c'est la création. Si je rentre dans la Bible, vous allez voir dans le livre de Genèse, les 2 premiers chapitres, on vous décrit la biodiversité. Dieu a créé ceci, Dieu a créé cela, et vous allez voir, c'est nommément comme ça, et chaque fois que, par exemple, la Bible, il y a un refrain, que Dieu s'arrête à regarder tout et il dit que tout est bon. Bien et bon, c'est parfait. Donc la biodiversité, c'est cet ensemble-là que nous, confessions religieuses, nous appelons création. En d'autres termes, c'est l'ensemble des créatures, de tout ce que Dieu a créé. Alors, Dieu a placé ça dans ce que nous appelons le territoire, dans un espace. Et cet espace-là a sa configuration. Vous allez voir ici à l'eau, là c'est la terre ferme, là c'est des forêts tropicales, ailleurs c'est des forêts d'autres natures. Vous trouvez, il y a plusieurs espèces qui sont soit au niveau supérieur, c'est-à-dire les oiseaux qui s'envolent, ainsi de suite. Vous allez ici, vous trouvez les volcans, là vous trouvez la cuvette, ailleurs c'est des montagnes. Tout ça, c'est la biodiversité. C'est vraiment quelque chose qui montre que Dieu est génial. Et la biodiversité, c'est tout ça. Et dans les territoires, nous avons des ressources qui sont naturelles, renouvelables et non renouvelables. Okay. C'est aussi 2 types de ressources qui existent. Vous avez également des processus. Mais je ne vais pas entrer dans les processus, ça c'est autre chose. Mais au moins les ressources renouvelables et non renouvelables. Parce que dans la biodiversité, il y a ça. Mais il y a aussi des hommes. Des hommes. Alors voilà ce que nous pouvons dire de la biodiversité de manière générique, globale. Et comment dressez-vous l'état des lieux de la biodiversité de notre pays? Oui, la RDC est un pays réputé, un pays forestier qui regorge beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'études à travers le monde qui démontrent que la RDC a une méga biodiversité qui est encore à découvrir. Et là, on trouve la biodiversité dans les forêts tropicales humides. Dans les forêts tropicales humides. Là, vous trouvez vraiment beaucoup d'espèces. Pour la RDC, on dénombre beaucoup d'espèces, comme je viens de dire, que c'est encore à découvrir. Alors, état des lieux, on peut se vanter au niveau de la RDC de dire que nous avons encore une méga biodiversité, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et il y a des espèces qui sont endémiques tout simplement en RDC, qu'on ne trouve nulle part ailleurs à travers le monde. Vous les trouvez seulement en RDC. Et j'ai dit encore que c'est à découvrir. Il y en a encore qui ne sont pas découvertes. Quand je dis qu'ils ne sont pas découvertes, c'est quoi? Au niveau des communautés locales, on les voit, on les connaît. Mais les scientifiques peut-être n'ont pas encore mené des études et n'en connaissent pas grand-chose. Parce que je sais bien qu'il y a un collègue congolais qui travaille chez Greenpeace qui a découvert une sorte de silure, ngolo. Et il n'y a pas longtemps. Et pourtant, cette espèce-là existe là depuis longtemps. Mais aucun chercheur n'a identifié ça. Mais lui, le collègue a identifié ça et il dit, ah voilà, Erika, j'ai trouvé. Mais les membres de communauté qui vivent là voyaient ça, consommaient ça, ont même un nom. Donc vous voyez, la méga biodiversité, elle est là. L'état des lieux, c'est que avec la déforestation, avec la sécheresse des cours d'eau, avec les changements climatiques, beaucoup d'espèces seront affectées. Et quand on regarde, je
connais dans certains coins de notre pays où il y avait l'eau a séché, carrément séché. Cela veut dire que tout le poisson, tous les crapauds, les grenouilles, toutes les grenouilles, ainsi de suite qui habitaient là-bas, ne sont plus là. Je peux donner un exemple. Au niveau du pays, on considère que la province de l'Équateur est vraiment forestière, n'est-ce pas? Mais quand vous allez, moi j'ai mené des enquêtes comme ça autour de la ville de Mbandaka, qui avait 11 cours d'eau et une rivière. Actuellement, il ne reste que 2. Vous allez vous imaginer 9 en tari. Et le fait que le 9 soit est tari, ça veut dire que tous les poissons a coulé avec l'eau. Et ces poissons sont allés où? Parce que la biodiversité, cela veut dire que chaque mode de vie a sa localisation précise. Chaque mode de vie, c'est-à-dire chaque espèce. Donc en dehors de cette localisation, il y a un problème. C'est un problème. L'espèce ne saura pas vivre. Sinon, elle va s'adapter. Si elle n'arrive pas à s'adapter, elle disparaît. Donc quand on prend par exemple ce cours d'eau qui tarissent, c'est que les espèces, soit se sont adaptées ailleurs, soit ont disparu. Et s'il faut énumérer quels sont les problèmes majeurs auxquels notre biodiversité est confrontée? Il y a la déforestation, il y a la pollution, il y a les sécheresses, il y a les changements climatiques qui devient aujourd'hui un alibi, facile à dire changement climatique, mais le changement climatique lui-même vient d'autres choses en amont. Donc le changement climatique n'est pas là gratuitement. Ce qu'il y a en amont, c'est que les gens ont fait pour que le climat change. Donc il y a cette contingence de faits. Il y a des gens qui disent la pauvreté aussi. Il y en a qui disent la pauvreté. Mais vous allez voir, dans tous les cas, c'est la déforestation, c'est la pollution, le changement climatique, ajoutons même la pauvreté. Parce que la pauvreté, on l'incrimine du fait qu'elle pousse les gens à aller exploiter de manière non durable les ressources naturelles. Pour que les gens puissent les consommer sans les renouveler. Et on n'arrive pas à renouveler parce qu'on est pauvre. Croyons. Mais personnellement, je ne crois pas toujours que la pauvreté soit un facteur négatif. Parce qu'on a vu, moi personnellement, je crois, les peuples autochtones sont pauvres sur le plan économique. Mais c'est dans le milieu des peuples autochtones qu'on trouve la meilleure protection de la biodiversité. Comment on peut croire à la fois que la pauvreté est la cause majeure, alors que les pauvres démontrent qu'ils vivent avec la biodiversité? Donc, moi, je ne crois pas souvent à cet argument-là lié à la pauvreté. Parce que je vois les pauvres sont les meilleurs gestionnaires de l'environnement. Et voilà un peu... et ça, si on ne fait pas attention à ces problèmes-là, la déforestation, pour nous, au niveau des pays forestiers, si on ne jugule pas la déforestation, on détruit les forêts qui sont les habitats naturels de la biodiversité. Je ne suis pas biologiste, sinon j'allais démontrer beaucoup de choses. Mais je sais que la biodiversité n'est pas seulement ce qu'on voit. La biodiversité, des fois, est non perceptible. Sinon, les scientifiques connaissent. Je vais illustrer. Je disais que, comme vous venez de le dire, la biodiversité non perceptible, mais elle joue un rôle très important. Pouvez-vous nous dire en quoi la préservation de la biodiversité peut-elle être importante? Oui.
Je vais marteler, hein, non perceptible. Vous avez la parole. Pourquoi je dis non perceptible? Je ne sais pas si on peut voir comme ça les microbes. Pas du tout, n'est-ce pas? Mais les microbes jouent un rôle très important. Parce que la biodiversité aussi, c'est aussi des microbes. Hein. Ce n'est pas que des humains, des oiseaux, des rats, tout ça, non. Des champignons. Donc chaque élément constitutif a un rôle à jouer. Important. On ne sait pas avoir une bonne récolte si les champignons ne jouent pas un rôle sous la terre. Okay. Hein? Parce que les aliments qui sont consommés par les plantes, ce ne sont pas des choses que nous percevons. Donc, et par rapport à ça, s'il faut protéger la biodiversité, il faudrait identifier, il faut savoir connaître où elle se trouve. La bonne façon de faire, c'est de connaître où se trouve la biodiversité. Elle se trouve dans la forêt, mais elle se trouve également sous. C'est sous. C'est pas seulement dans la surface ici, mais aussi en dessous. Et là, la biodiversité qui est dans le sol, elle est plus importante en termes de quantité que la biodiversité qui est sur le sol. La biodiversité qui est dans l'eau est méconnue et plus importante que celle qui est en dehors de l'eau. Alors, quand on regarde maintenant, on prend la surface ici, vous prenez ce qui est enfoui dans le sol, vous prenez ce qui est dans l'eau. À ce moment-là, vous comprenez la biodiversité. Et pour la protéger, il faut savoir vivre avec la biodiversité. Celle qui est sur la surface, celle qui est sous le sol, dans le sol disons, et celle qui est dans l'eau. Mais il y a aussi la biodiversité au niveau de l'atmosphère. Si on ne regarde pas ça comme ça, de manière pas globale, de manière distinctive, pour savoir gérer chacune de ces catégories de biodiversité, c'est en vain qu'on va travailler. Donc, je vais prendre le cas des vers de terre. Les vers de terre. Sans le ver de terre, il n'y a pas de fertilité. Sans le ver de terre, il n'y a pas un processus d'aération des plantes. Donc il faut protéger le ver de terre. Quand on met le feu en cultivant, on tue le ver de terre, sans le savoir. Donc il faut savoir renouveler les vers de terre. Leur donner la possibilité de revivre là où vous les avez chassés. Donc l'idée pour protéger la biodiversité, c'est remettre ces différentes formes de vie là où Dieu les a placées. Remettre. Oui. Maintenant, qui est censé faire ce travail? D'abord la nature elle-même. Il y a des études qui montrent que cette maison ici, cet immeuble, si on la laisse pendant 20 ans, sans présence humaine ici, les plantes vont pousser ici. Les plantes vont pousser. Le béton ici, plus tard on va voir qu'il y a des plantes qui ont poussé sur les murs ici. Mais qui a planté? Qui va planter ça? Qui va planter ça? Personne. C'est la nature qui plante. C'est-à-dire, la nature se remet là où l'homme l'a chassé. Vous avez vu les inondations de Kinshasa? Okay. Quand l'homme a chassé l'eau pour dire arrête-toi là-bas, l'eau a dit je vais te montrer que j'ai la capacité de revenir là où j'étais avant. Et ici, je ne suis pas aussi géographe, comme j'ai parlé des reliefs. Les territoires, c'est un relief, et ces reliefs gardent la biodiversité. Il semblerait, d'après les géographes, que Kinshasa c'était une ancienne mer intérieure qui a disparu dans la longueur des temps. C'est pourquoi vous voyez, il y a des rivières ici, le bas-fond, tout ça, ça montre qu'on était dans une mer et la mer
s'est retiré pour nous laisser les Kalamu, les Bichakuchako et les autres. C'est pourquoi la terre de Kinshasa n'est pas, elle est sablonneuse. C'est la relique de terre sous la mer. Alors, si c'est le cas, un jour la mer pourra revenir et Kinshasa va disparaître. Il y a aujourd'hui un pays tout entier qui a signé des accords avec l'Australie. On appelle Tuvalu. Un pays tout entier qui va disparaître, qui signe l'accord avec l'Australie pour que tout le monde se déplace vivre en Australie. Parce que le pays est menacé, est inondé, commence à s'inonder au fur et à mesure. Alors imaginons que cet effet-là de la remontée des eaux continue. Les eaux vont entrer également à partir des mers jusqu'au fleuve et au lac. Et ça sera une catastrophe. Et c'est prévisible. C'est prévisible. Avec les changements climatiques, avec la météo qui change, on pourra arriver, même chez nous ici, à ça. Même si toute la RDC ne sera pas inondée, mais au moins quelques parties de la RDC. Donc nous ne devons pas nous comporter comme des étrangers dans un monde qui nous fait vivre. Et c'est ça les grands défis de la protection de la biodiversité. Donc nous devons prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que la biodiversité nous donne. Nous ne pouvons pas prétendre vivre sans la biodiversité. Et Dieu a créé le monde et ne veut pas qu'une seule partie du monde disparaisse. Mais sinon, on va aboutir au déluge. Les histoires peuvent se répéter. Je suis pasteur, je suis théologien. Il y a quand même beaucoup de choses que les confessions religieuses peuvent apprendre au monde par rapport à la gestion, la gouvernance de la biodiversité. Et c'est le grand challenge des IRI. D'accord. Et comment jugez-vous la manière dont l'État gouverne, ou je peux dire préserve la biodiversité? L'État, ou disons le gouvernement, oui. Bon, il fait ce qu'il fait à la limite des moyens, mais nous autres, nous pensons que la gestion de la biodiversité ne doit pas être sectorielle. C'est-à-dire qu'on dise que la gestion de la biodiversité, c'est seulement le ministère X. Non, tous les ministères touchent à la biodiversité. Tout. Ça doit être interministériel. Il y a des lacunes également. Quand on prend tel qu'on configure les gouvernements, on dit ministère de l'environnement et du développement durable. Oui, mais c'est bon, comme non. Mais ce n'est pas la panacée de la gestion de la biodiversité. La biodiversité, quand on fait l'agriculture, j'ai parlé des vers de terre. Hein? Quand on fait l'agriculture, on touche. Le ministère de l'agriculture aussi. L'agriculture aussi est concerné. Oui. Mais l'aménagement du territoire qui gère les espaces pour affecter, pour dire ici, on agrandit la ville là-bas, on fait ceci, les affaires foncières, tout ça, ils doivent regarder. Quand on exploite les minerais, absolument. Le ministère des Mines aussi absolument. Est inclus. Le minerai, c'est la biodiversité. Okay. Donc, vous voyez, la gestion, la gouvernance de la biodiversité est multidimensionnelle et multisectorielle. C'est pourquoi, au début, j'avais parlé de la création. Que ce que l'on appelle biodiversité, écosystème, tout ceci, nous, confessions religieuses, on appelle ça création. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu, quand il a créé, lui-même s'arrêtait pour dire « Wow, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est bon. » N'est-ce pas? Et l'homme ne peut pas prétendre dire que ce n'est pas bon. Et c'est un peu le comportement de l'homme. Okay. En transformant tout ce que l'on veut transformer, est-ce que c'est une manière de corriger Dieu? Et alors, voilà, les confessions religieuses ont cette responsabilité de ramener les gens à considérer que nous ne sommes que des passagers et nous ne devons pas détruire la méga biodiversité parce qu'on veut soit soutirer quelque chose
de la terre. C'est bon, ça nous fait vivre. Mais est-ce que ça va disparaître? Est-ce que l'homme a ce souci-là de revoir les diamants demain? Ou on veut puiser tout et oublier demain? Donc la vie, c'est la biodiversité. Parce que le terme bio, c'est la vie. Diversité, c'est la diversité des formes de vie. Si une forme de vie disparaît, une autre va disparaître aussi. Donc voilà la responsabilité qui est la nôtre confession religieuse, c'est de rappeler aux gens que c'est la création de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Mais l'homme, je peux ouvrir une parenthèse. Moi, je discute avec des experts, des écologistes, pour ce qu'on appelle développement durable. Une fois, j'étais avec un ami qui est écologiste belge. On était quelque part ici en RDC. Je lui pose la question idiote. Je dis, d'après vous, quelle est la maison écologique? Comment elle est? Il me répond, ah, c'est quoi comme question? J'ai insisté, je dis, réponds. On a passé un jour sans qu'il ait répondu à ma question. Le jour suivant, je pose la même question, je dis, réponds-moi. La maison biologique, écologique, elle est comment? On la trouve où? Et si je pose la même question aujourd'hui, la maison écologique, elle est comment et elle est où? Vous avez, oui. Et je lui ai donné la réponse. Il a tergiversé, il ne voulait pas répondre à ma question, mais je lui ai dit, comme écologiste, tu refuses, tout simplement. Et c'est un complexe, parce qu'il y a une question qui vient du noir, tout simplement. Si c'était un blanc qui avait posé cette question, peut-être que tu allais répondre. Mais peu importe ce que tu veux, la maison écologique, elle est comment? Complètement biodégradable. Complètement biodégradable. Si elle tombe, après 2 ans, 3 ans, tout se remet dans la nature et vous ne trouvez rien. Et on trouve ça là où vous appelez tiers-monde, pays pauvres, c'est là qu'il y a des maisons écologiques. Et ces maisons-là, vous êtes à l'intérieur, vous n'avez même pas besoin d'une climatisation. Parce qu'elle est fraîche. Vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, on parle du développement. Mais est-ce qu'on est développé? Et les gens qui ont clamé le développement, nous parlent aujourd'hui de développement durable. Et quand on dit développement durable, on vous dit manger bio. Mais où est-ce qu'on mange bio? N'est-ce pas dans les villages des pauvres? Oui, dans les villages. Des pauvres, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous voyez, c'est dans le village des pauvres qu'on mange bio. Mais dans le village des riches, on ne mange plus bio. Et le monde veut quoi? Qu'on rentre à l'Éden. N'est-ce pas? Le monde veut que nous rentrions au jardin d'Éden. La vie paradisiaque. Et on la trouve là où il y a les pygmées. Ils vivent les paradis. Aujourd'hui, une petite chose, des choses banales. Vous dormez sur un matelas, on ressort tout ça et on vous dit non, 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 il faut avoir un matelas comme une planche. N'est-ce pas? Matelas dur comme une planche. C'est bon. Mais il faut voir comment les pygmées dorment. Ils dorment sur quel matelas? Sur des morceaux de bois. Mais ils sont en bonne santé. En bonne santé. Je n'ai jamais vu un pygmée naturel qui a été opéré. Une femme pygmée qui a suivi une césarienne. Je n'ai jamais vu. Vous voyez? Donc, le pauvre, ces gens-là qui vivent dans ces milieux-là,
ce sont des gens qui ont un modèle de développement durable. Mais ce n'est pas le modèle que nous offrent ces Occidentaux et nous-mêmes quand on se complaît de dire que nous sommes développés beaucoup tard. Donc le développement durable a un modèle et le modèle se trouve dans les lieux les plus pauvres de la planète où on ne peut même pas imaginer qu'il y a ce que l'on appelle développement. Et c'est là qu'il y a le développement durable. Et alors, que faut-il faire? Suivre ces modèles. Suivre ces modèles. Oui. Et ça sera possible. Oui. Les Blancs qui sont allés devant, vite, avec leur développement, ils se retrouvent aujourd'hui en train de dire développement durable. Et qu'est-ce qu'ils conseillent? Manger bio, marcher à pied. C'est ça le développement durable, nous ça? Il faut marcher à pied. Vous voyez? Il ne faut pas... non. Et on conseille. Il faut éviter le consumérisme. C'est-à-dire beaucoup consommer. Comme je suis en veste comme ça, il en faut peut-être 2, pas 3. Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce que quand j'achète trop de vestes, on détruit la nature. Et après tout, je vais jeter ces vestes où? Aujourd'hui, on va au supermarché, on vous donne des sachets. Et vous acceptez. Vous prenez tous ces sachets, vous les amenez chez vous. Et vous ne savez pas les gérer là-bas. Et après quoi? Les sachets s'envolent avec le vent et on les trouve partout. Et Kinshasa, les a sous-soupé tout. Est-ce qu'on peut s'imaginer une ville qui a des bouteilles comme une ville de Kinshasa où partout c'est des bouteilles parce qu'on a refusé de prendre l'eau autrement que par ces bouteilles en plastique? Est-ce qu'il s'agit là du développement où on crée un problème? Et j'avais dit la pollution, c'est un problème qui affecte la biodiversité. Voyez un peu tous les sachets, toutes les bouteilles d'eau qui planent sur les rivières. Les poissons qui sont là en bas ne respirent plus. Ils ne peuvent même pas sortir comme ça pour prendre une goutte, un peu d'oxygène. Tous sont étouffés, sinon on fuit. Et cette pollution qui est grave, qui nous donne également des maladies. Donc la biodiversité, c'est vraiment notre façon de vivre. Notre façon de vivre. Ouais. Voilà. La préservation de la biodiversité. Parlez-nous un peu, comment est-ce que IRI travaille? Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour préserver la biodiversité? Quel est le niveau de votre contribution? Je dirais qu'on est jeune ici en RDC, même au monde. IRI est né en 2018 et ici en RDC c'est en 2020. 2020, vous n'avez pas encore mené des actions concrètes? Si. Oui, lesquelles? Ce qu'on mène, on fait, d'abord on travaille sur des lois. On pousse le gouvernement à prendre des lois qui vont permettre que la gestion de la forêt, de l'environnement, des terres soit faite de la bonne façon. Depuis que vous avez déjà commencé, il y a déjà une loi on a travaillé sur les textes liés à l'aménagement du territoire, à l'agriculture. Nous avons travaillé également sur les fonciers. Ouais. Il y a la loi des peuples autochtones qui protège les droits des peuples autochtones. IRI a fait beaucoup dans ça. Et on a fait également des plaidoyers pour la prise des titres de concession forestière des communautés locales. En fait, IRI n'existe pas sans les confessions religieuses. IRI, c'est dans les confessions religieuses. J'aimerais clarifier ça. Parce que des fois, on peut considérer IRI comme une ONG, comme une ONG qui travaille comme ça, où on va chercher les résultats de IRI comme une ONG. Non. IRI, c'est quand tu vois les catholiques, IRI est là. C'est-à-dire, IRI travaille avec
les commissions épiscopales de la SENCO, par exemple les CERN et les autres, IRI travaille avec l'ECC, la Commission Justice et Paix, sauvegarde de la création. IRI travaille avec la Comico, vous voyez. Donc là, c'est comme ça qu'on travaille. Quand on cherche IRI en dehors de ces structures-là, vous n'allez pas voir IRI. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Oui, je comprends. Donc c'est Alors, une synergie. en termes d'action, Ok. une synergie. En termes d'action, maintenant, nous avons des programmes adoptés par les confessions religieuses. Par exemple, au niveau des provinces, il y a eu les cas où on avait fait sortir, je ne vais pas utiliser le terme chassé, les peuples autochtones, les pygmées, du parc national des Kaouzi-Biega. Et ces gens-là sont sortis. Il était prétendu que ce sont eux qui consommaient, qui mangeaient la viande des gorilles. Ok. Par contre, lorsqu'ils sont sortis, le nombre de gorilles a baissé sensiblement. Est-ce que c'est une action, c'est l'effet de la présence des peuples autochtones dans les parcs que les gorilles sont partis? Non. Au contraire, il se pourrait que le mode de vie des peuples autochtones favorisait même la protection des gorilles. Il se pourrait, on n'a pas de preuves, nous on n'a pas mené des études. Donc le travail qu'on fait, c'est entrer un peu en relation avec l'ICCN, les gestionnaires des parcs, pour essayer de voir comment remettre les peuples autochtones dans leurs droits. Est-ce que la gouvernance du parc, les 100 peuples autochtones, c'est vraiment le modèle idéal? Est-ce qu'il faut chasser les gens pour dire qu'on préserve la biodiversité? Ces hommes-là ne font pas partie de la biodiversité? Donc, ça, ce sont des questions de plaidoyer que nous sommes en train de mener. D'autres actions, c'est par exemple au niveau de l'éducation. Nous sommes des générations gâtées. Mais l'idée, c'est de travailler avec les générations qui viennent. Et comment les aider à comprendre la biodiversité et à savoir bien la gérer que nous, prochainement. Donc, on est en train de on a un projet pour élaborer les guides d'éducation environnementale à l'école. Hein? Au niveau de l'école primaire, secondaire? Primaire, secondaire, oui. Okay. Et nous voulons travailler avec le ministère de l'EPST. Donc, là, c'est un peu de projets comme ça, mais aussi encourager. Vous voyez, l'Église catholique a le lac de Ma-Vallée, avec toute la biodiversité autour. Ça, c'est les confessions religieuses, n'est-ce pas? Peut-être que les gens n'en savent pas trop. Il y a des confessions religieuses qui ont des réserves comme ça, comme lac Ma-Vallée, lac de Ma-Vallée, consort. C'est que l'Église fait la protection de la biodiversité là-bas, dans les sites. Mais les gens ne comprennent pas bien ça. Ça, ce sont des choses à encourager. Hein? On réfléchit, je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il y a d'autres choses qui sont sous forme de projet, où on va par rapport à la production de la braise. L'Église, on est en train de réfléchir comment mobiliser l'Église à planter les forêts de sorte qu'on puisse produire la braise verte. Ça, c'est encore... Mais il y a ce genre d'initiatives par-ci, par-là, mais peut-être les amplifier. Voilà. Oui, toujours en termes d'action, qu'est-ce que vous envisagez entreprendre dans les jours à venir, toujours dans le cadre de la protection de la biodiversité? Qu'est-ce que IRI envisage d'entreprendre? Nous voulons, comme je viens de dire, amplifier ce qui se fait déjà. Comment amplifier ça? C'est, par exemple, ici c'est l'église catholique. Là, c'est l'église protestante qui évolue en solo. Mais si elles se retrouvent pour mutualiser leurs efforts, on pourra voir et comprendre ce qu'elles font. Ça, c'est la visibilité des actions qui existent aussi. Vous savez, les confessions religieuses font beaucoup de choses. Je ne mentirai pas
si j'ai dit que sans les confessions religieuses, la RDC ne serait pas là où elle est. Là, vous avez raison, c'est visible. Voilà. C'est pourquoi il faudra maintenant visualiser tout ça, faire une sorte de zoom. Voilà ce que les confessions religieuses représentent dans le secteur de la protection de la biodiversité. Quand on voit aujourd'hui par rapport à l'élection, on peut sentir les confessions religieuses, alors qu'elles ne font pas que ça. Dans le domaine de la protection de la biodiversité, la protection des forêts, elles font aussi beaucoup de choses, mais ignorées par la population, ignorées aussi par le gouvernement. Je ne vais pas parler des projets du gouvernement, mais j'ai dit, si les confessions religieuses étaient bien impliquées, peut-être qu'il y aurait assez de résultats. C'est pourquoi dans notre approche, on est là en train de... On a négocié avec ICCN pour impliquer les confessions religieuses dans ce que ICCN fait. L'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous sommes en langue avec la division de la biodiversité du ministère pour voir comment interagir avec les confessions religieuses qui occupent un espace énorme au niveau des pays. Pratiquement 90% de la population appartiennent aux confessions religieuses. Confessions religieuses. Vous voyez? Et si le 90% s'est mobilisé autour de la plantation des arbres, imaginez. Donc si je peux prendre un exemple assez simple, l'Église catholique mobilise tous les abbés, toutes les sœurs, tous les clergés, à chacun un arbre. Imaginons. L'Église protestante mobilise tous les pasteurs, ainsi de suite, à chacun un arbre. L'Église kimbangiste fait la même chose. Et toutes les églises de réveil, ainsi de suite. Vous imaginez ce que ça peut donner comme fruit? Donc voilà un peu le rêve d'Iri. Donc vous attendez à ces confessions religieuses une grande mobilisation. Oui. Oui. Alors, je sais que vous êtes en train de me pousser à vomir davantage les secrets des polichinelles. Oui, c'est pas du tout mauvais. Là où vous vous adressez directement à ces confessions religieuses, qu'attendez-vous d'elles? Ok. Bon, nous sommes en train de vouloir organiser une grande célébration le 22 mai de cette année autour de la biodiversité. Mais ça, on va en parler à une autre occasion. Ici, j'annonce tout simplement qu'on va organiser ça. Mais il n'y aura pas que ça. Il y aura d'autres activités en marge de ça. Donnez-nous le temps de bien préparer ça et vous aurez le temps également d'annoncer ça. Oui, l'objectif déjà, c'est quoi? Le but de ces... Célébrer la biodiversité. Célébrer... C'est la création de Dieu et nous célébrons ces dons-là. Dieu nous a donné une méga biodiversité, nous devons la célébrer. Et célébrer, c'est-à-dire vénérer la biodiversité parce que c'est la création de Dieu. Et nous voulons que l'on puisse sentir que en célébrant la biodiversité, on célèbre Dieu, les créateurs. Et comme ça, à l'occasion, on pourra avoir des options d'action qui pourront sortir de cette célébration. Donc, la biodiversité, la protection de la biodiversité. Maintenant, nous tendons déjà vers la fin. Je voudrais que vous puissiez vous adresser aux autorités. Que diriez-vous à ces autorités qui nous suivent, qui nous regardent? Qu'attendez-vous d'elles à ce qui concerne la protection de la biodiversité? Beaucoup. Les confessions religieuses ne gèrent pas les pays politiquement, économiquement, dans tous les aspects. Il y a des gouvernants. Il y a des gouvernants. Ce qu'on leur demande, c'est d'abord de savoir qu'ils ne pourront pas aller trop loin en oubliant les confessions religieuses. Donc, comme
ils veulent et ils font, dans certains cas, avec les confessions religieuses, collaborer ensemble. Nous aimerions que cette collaboration-là se fasse dans le domaine de la protection de la biodiversité. Vous savez, la question de la biodiversité est vitale. Elle est vitale, que ce soit moi qui parle. S'il y a un tremblement de terre ici, je m'en vais. Hein. Et le volcan, l'eau qui a coulé ici et qui a inondé. La biodiversité est une question vitale. Comme on en parle là, on parle de notre vie. On parle du coût de notre mode de vie. Et les confessions religieuses ne sont pas en dehors de la plaque. Que les gens ne pensent pas que les confessions religieuses ne sont pas impliquées dans la gestion des forêts, de la biodiversité. Je viens de donner un exemple où les confessions religieuses ont même des réserves. Les confessions religieuses ont beaucoup de concessions, beaucoup d'espace. Je sais que l'Armée du Salut est parmi les confessions religieuses qui produisent le miel. Vous voyez? Qui a une expérience dans la gestion de l'apiculture. Et pour avoir le miel, il faut planter les forêts. J'ai épinglé juste ça. Donc, si on voit si on regarde bien les confessions religieuses, on va dire qu'elles sont loin que les autres dans les actions de la protection de la biodiversité. Mais des fois, on ignore et on n'implique même pas les confessions religieuses dans ça. On peut avoir une conférence comme ça, personne n'invite les confessions religieuses à ces genres d'activités au niveau des institutions. Mais sachons tout simplement que les confessions religieuses sont une main forte du gouvernement. On ne doit pas regarder les confessions religieuses comme étant des gens qui dérangent. Ça, je dis vrai, mais plutôt les gens qui ont quand même quelque chose à apporter. Et surtout dans le domaine qui regarde la biodiversité, ça je vous assure que nous sommes très avancés. Très avancés. Je n'aimerais pas citer beaucoup d'espace. Sinon je peux dire, bon, je me réserve. Mais au moins, là où les confessions religieuses, si on prend les jardins botaniques de Kisantu, les jardins botaniques d'Eyala, ça a été initié par qui? Ce sont des confessions religieuses. Vous voyez ça? Alors, si on remet les confessions religieuses à cet état-là, si on reconnaît les confessions religieuses comme étant une main très forte dans ce sens-là, on ira loin. On ira loin. Donc, c'est un peu l'appel que nous lançons. Et quand nous organisons également des choses telles que ce que nous voulons faire là, c'est mieux, on va inviter les grands de ces pays pour qu'ils viennent participer à cette célébration de la biodiversité. On va célébrer ensemble. Le président de la République lui-même, il est chrétien. Okay. Hein? Et derrière lui, il y a des églises, il y a des confessions religieuses. Je ne sais pas qui peut se dire athée, mais ici en RDC, les athées ne peuvent pas vivre en RDC. Parce que 90%, 95% de la population est croyante. Donc, les athées, les gens prétendent être athées, mais ils ne le sont pas. Ce sont des fervents croyants de Dieu. Donc, soudons nos mains, travaillons ensemble, que les institutions de l'État nous prêtent aussi cette main forte, parce que nous voulons aller la main dans la main. Et c'est ça l'approche de IRI. Oui, la Convention des Nations Unies sur la biodiversité se pointe déjà à l'horizon et la RDC aussi va y participer. Comment trouvez-vous les négociations au niveau international? Y a-t-il des retombées? Tout dépend de l'œil de celui qui regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit ce que moi je vois? Est-ce que toi tu vois ce que je vois? Peut-être pas du tout. On peut regarder vers la même direction, on peut regarder la même chose, mais des fois on ne voit pas les mêmes choses. Tout simplement, les négociations au niveau international, c'est des négociations de phrases. Nous sommes un pays forestier. Il y a un autre pays qui est désertique.
un autre pays qui est insulaire, hein, c'est l'île. Et on va aller se rencontrer dans une conférence telle que celle-là, qui parle de la biodiversité. Nous regardons quelle biodiversité? Quand nous mettons en avant les forêts, alors que nous avons aussi les fleuves, nous avons aussi une partie de la mer. Cette biodiversité qu'on regarde, et tout le monde va nous étiqueter comme un pays forestier. Et en parlant, on va parler de la biodiversité des forêts. Et les gens qui sont dans les îles, et ils vont dire, ah, vous avez la forêt, nous avons l'eau, l'océan c'est nous. Donc ces gens-là vont plus parler des océans que des forêts. Voilà un peu comment ça se discute au niveau international. Donc les gens viennent avec leurs étiquettes. Nous sommes pays forestier. La RDC va dire, mais nous avons aussi la mer. Ceux qui sont dans les îles vont dire, vous n'avez pas la mer comme nous. Et maintenant, le papier est là. On veut parler de la biodiversité marine, par exemple. Qui auront plus de mots à dire que les autres. On va commencer à se bousculer comme ça. On va dire à la RDC, toi c'est la forêt, on peut te reconnaître là. La mer, laissez-nous. Donc c'est comme ça que ça se négocie des phrases. Est-ce qu'il y a des retombées? Je dirais, en termes d'idées, oui. Il y a dans chaque conférence internationale des fonds qui soient annoncés. Mais quand on annonce par exemple pour ça, il faudra autant de milliards de dollars, vous n'allez pas arracher ces milliards avec vos bonnes phrases. Il faut avoir des projets, des actions concrètes. Et c'est à ce niveau-là seulement que l'argent peut venir. Non seulement que l'argent peut venir avec vos mots et vos projets, mais il faut aussi asseoir des systèmes de gouvernance solides. Là encore, ça pose problème. Donc, c'est ça les comptes. Donc, il faut un système de gouvernance, il faut des bons projets, il faut des bonnes phrases dans les négociations. Et j'ai vu que la RDC commence à se réveiller avec des belles phrases pour pousser les choses en avant. Il nous reste maintenant à proposer des bons projets et avoir des systèmes de gouvernance très solides. D'accord. Nous citons déjà les mots de conclusion pour clôturer l'émission. Oui, je remercie votre initiative, mais j'aimerais que ce ne soit pas la dernière. Okay. Et puis, je sais que notre pays, c'est un paradis qu'il faut bien gérer, parce que ce que nous avons n'existe pas ailleurs. La méga biodiversité n'est pas un rêve, c'est vraiment la réalité. Et nous devons bien gérer cette méga biodiversité, sinon Dieu va nous juger. Vous venez là de suivre l'entretien que nous avons eu avec les révérends Mathiela, facilitateur national au sein d'Eliri. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro.